faisons pas de soucis, ça va très bien se passer. Bien, alors en effet, ça m'est un peu tombé dessus, à l'improviste. Et donc mon collègue Timo m'a légué sa présentation qui est relativement fournie et je vais essayer de vous présenter tout cela de mon mieux. Donc je vais vous parler de jet grouting, soilcrete, en commençant par une partie introductive concernant ce procédé. Ensuite, je vous parlerai des applications possibles. Et puis, je vous donnerai quelques conseils pour les appels d'offres. La terminologie. Alors, on peut parler de jetting. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Soilcrete, c'est notre marque. On peut aussi parler d'injection haute pression, de jet grouting, et il y a de quoi s'y perdre vraiment. Et il y a aussi un lien avec les injections, et au final, plus personne ne s'y retrouve. En principe, il y a cette norme 127.16 qui porte sur les procédés de jet grouting et qui fait aussi une distinction entre les différents procédés existants. Et ce procédé de jet grouting, eh bien, on en parle à partir de 250 bars. C'est le principe. Et il y a aussi la norme 127.15 qui pourrait intéresser parce que c'est une thématique connexe. Maintenant, on parle donc de haute pression. Quelles sont les différences maintenant entre injection et jet grouting? Eh bien, les deux procédés, en principe, essayent d'agir sur les conditions géologiques du sol, d'améliorer ces conditions. C'est le cas de l'un comme l'autre de ces procédés. Et ces deux procédés travaillent avec une très forte pression. Pour le jet grouting, c'est jusqu'à 400 bars. L'injection, c'est relativement moins de pression. Mais la pression utile sur le sol, finalement, est ce qui est déterminant dans tous ces procédés. Dans les cas d'injection, on commence par remplir les trous percés et puis on a parfois une pression effective sur le sol qui est plus grande et qui est moins contrôlée. On ne sait pas forcément où va s'exercer cette pression, on ne sait pas forcément où va partir le produit injecté. Donc la charge pour le sol peut être plus importante. On ne connaît pas exactement les effets lorsqu'on pratique une injection, alors que avec le jet grouting, on a une zone d'action clairement délimitée et les pressions, et nous les verrons dans un instant, ces pressions sont hydrostatiques exclusivement. Donc on travaille à une pression de 400 bars, mais pour le sol, ça n'a pas réellement de conséquences. Donc la seule différence, c'est qu'on a une colonne plus petite. Dans le jet grouting, ce qu'on fait en fait, c'est une érosion du sol. Alors, s'agissant de l'efficacité, les pressions, donc nous parlons ici d'une pression hydrostatique. Ce laser ne fonctionne pas. Dommage, mais donc en principe, on a cet espace annulaire sur lequel porte la décharge avec une pression qui peut être, donc le refoulement sera peut-être un peu plus élevé. Et si on regarde les détails, on a un G à 400 bars. Cette pression est transformée en énergie cinétique et on obtient une certaine pression du jet qui doit correspondre à la qualité du sol. Donc là, il n'y a plus de pression notable ou sensible. Donc vous avez une colonne qui est clairement définie
Et vous aurez une pression qui dépendra fortement des différents paramètres. L'ensemble de cette énergie étant transformée en énergie cinétique, la pression qui s'exercera sur le sol, en fait, ne sera pas sensible sous forme de pression, mais définira la hauteur de la colonne. Et donc vous avez évidemment une remontée du matériau refoulé vers le haut avec une pression légèrement plus élevée. Le procédé lui-même, alors au cas où vous ne le connaîtriez pas, on commence par forer, on procède ensuite par érosion du sol pour le découper. On utilise un coulis de ciment pour une reconstruction qui permet de créer cet élément. Vous le voyez bien dans cette vidéo, donc on commence par forer un trou. Ensuite, c'est le jet qui s'active et donc on injecte une suspension de ciment qui va s'étendre sur le diamètre souhaité en raison de la vitesse. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que il faut prévoir aussi un temps d'attente entre une colonne et la colonne d'à côté. Nous avons différents types de procédés. Pour les petits diamètres, c'est le seul grade S. Pour les colonnes de taille moyenne, c'est le duplex. Là, vous avez un coulis qui est injecté avec de l'air comprimé. Et puis, vous avez le procédé triple pour des sols très liés, des sols cohésifs. Là, vous avez un jet d'eau à air comprimé pour la précoupe. Et c'est ensuite qu'on injecte le ciment. Et je dis encore une fois, le diamètre de la colonne ne dépend que de la pression. En réalité, tout dépend de la vitesse à laquelle je vais retirer ma foreuse, donc la vitesse de traction. Là où la norme est relativement stricte, mais en tant qu'ingénieur, on peut se permettre d'y mettre un peu d'imagination, c'est qu'on peut aussi faire des quarts de colonne, des demi-colonnes, des colonnes pleines. Maintenant, le quart de colonne, je n'ai pas encore trouvé d'application concrète, mais il est possible aussi de produire des ellipses ou encore des lamelles. À ce moment-là, ce sera une fonction d'oscillation avec un jetting sur une plage plus petite. Et l'on peut donc fabriquer des colonnes de diamètres divers. On a déjà fait des divers de 5-6 mètres. Évidemment, tout dépend de la qualité du sol. Dans un sol argileux cohésif, évidemment, ce n'est pas possible. Pour ce qui est du domaine d'application, en principe, on peut faire du jetting dans tous les sols. La question essentielle étant la solidité. La solidité va dépendre du ciment. Et va dépendre aussi du matériau de ce sol. Et en tant que fabricant, je ne peux pas influencer directement la solidité du sol. Tout dépend en fait du matériau qui est présent. Ensuite, une question qui se pose souvent, qu'est-ce qui sera étanche, qu'est-ce qui est considéré comme étanche et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et là, c'est Klucker-Klaus qui a écrit que quand on parle d'étanche,
C'est par exemple votre verre d'eau sur votre table, il n'y a pas d'eau qui va passer à travers, pas d'eau non plus qui va infiltrer le verre. Imperméable à l'eau, cela signifie que l'eau ne pourra pas passer à travers, mais pourra pénétrer dans l'élément. Et puis perméable, cela signifie que l'eau peut passer à travers. En réalité, en génie civil spécial, il n'est jamais question d'étanchéité complète. Ce qu'on aura, c'est une faible perméabilité. Dans le jetting, on a une valeur K de 10 puissance moins 8. Et puis il y a la formule de Berlin qui dit que une étanchéité d'1,5 litre par 1000 mètres carrés par seconde est admissible. Donc 1,5 litre par 1000 mètres carrés de surface mouillée par seconde, donc c'est très très peu. Normalement, on aura peut-être des valeurs un peu plus élevées. Mais donc c'est à peu près l'ordre de grandeur dont nous parlons ici. Maintenant, les applications possibles. Il faut distinguer, en même temps on peut aussi en combiner plusieurs. Vous avez d'une part des applications statiques, donc qui visent à solidifier. Par exemple, une reprise en sous-œuvre, un bouchon en voûte, une amélioration, une extension de fondation plutôt. Et puis vous avez aussi des étanchéités, par exemple dans un domaine de bouchon en voûte justement, ou de parois de pieux disjoints. Et puis on peut évidemment combiner ces différentes applications. Ici, vous avez un bâtiment avec une nappe phréatique qui sera qui risque d'impacter les fondations du bâtiment. On utilise donc les colonnes. Il faut veiller cependant à bien prévoir les temps de durcissement. Donc un processus bien réfléchi. Ensuite, on pourra faire des lamelles d'étanchéité plus en profondeur si on a un risque de renard hydraulique ou alors si justement ce renard hydraulique se produit, à ce moment-là, on pratiquera une colonne pleine. Et un bouchon étanche peut aussi entrer en ligne de compte au fond de la fouille. On pourra compléter le tout par une sécurité encore plus bas. Vous avez ici un exemple, donc à Zurich. Vous n'avez pas ici le bouchon étanche, mais donc vous voyez quand même ce système dans son ensemble et on peut d'ailleurs usiner assez facilement ces éléments. Donc vous avez des résistances de 2 à 3 newtons en général. Ça n'empêche pas un traitement, un découpage par après. Par contre, il faut utiliser un ancrage temporaire, sachant qu'il faut que les forces restent dans le noyau quand on a un élément statique. En principe, ces éléments donc ne sont pas armés, même s'ils peuvent l'être. On peut ensuite utiliser aussi des pales planches ou alors combiner plusieurs de ces éléments. Le blindage de fouille, donc on peut avoir une solution colonne-colonne. Ou encore une paroi en pieux foré qui permet de faire des économies, donc d'avoir moins de pieux forés. Ça donnera à peu près ceci. Une palissade peut être possible aussi, c'est ce qu'on voit ici dans le bas. Donc les possibilités sont multiples, il faut regarder en fonction de la situation et de l'objet ce qui pourrait fonctionner, ce qui est le plus raisonnable aussi du point de vue économique. On peut aussi construire un puits circulaire, sans avoir besoin
Donc ici, c'est une image faite à Saint-Gall avec ce puits d'un diamètre de 7 à 8 mètres dans un sol vraiment très défavorable. On utilise ici la forme annulaire avec un bouchon étanche dans le bas. Qui permet de respecter les valeurs cibles. Pour ces influences comme ce canal qu'on voit arriver dans le puits ici, on a aussi la possibilité de tout étanchéifier et les diamètres des colonnes peuvent aussi varier dans la profondeur. Donc on peut avoir des colonnes qui s'élargissent vers le haut. Donc on est assez libre. Et pour ce qui est du bouchon étanche, il y a évidemment la possibilité d'un bouchon étanche en profondeur qui devra respecter aussi la poussée. Donc il faut faire le calcul de la poussée d'Archimède, ou alors on peut avoir un bouchon étanche situé plus haut qui devra être pourvu d'un ancrage pour ne pas monter plus haut, ce qui serait évidemment problématique aussi. Et donc le bouchon étanche plus en profondeur, c'est en tout cas la solution la plus sûre. Et puis, donc on peut relier ces bouchons étanches à différents types d'éléments, types de parois, par exemple palissades, pales planches, etc. Pour ce qui est des parois étanches, on en trouve par exemple dans les barrages, sans fonction statique, en règle générale. À ce moment-là, on peut aussi réduire le mélange, utiliser de la farine de roche ou de la bentonite pour avoir une élasticité du corps créé. Et donc la présentation est vraiment relativement longue. J'essaye d'avancer pour ce qui est de la planification. Il faut bien choisir son procédé, bien choisir son diamètre aussi en fonction du sol. Ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les exigences. Et puis, veillez aussi à ne pas avoir de projection. Si vous avez un obstacle, vous aurez une projection au sol et il faudra donc changer de buse pour éviter ces projections sur le fond. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir en amont. Ensuite, différentes formes de parois étanches. On peut évidemment pratiquer des colonnes circulaires ou alors semi-circulaires. En général, on va jusqu'à 200 degrés ou alors elliptiques. Et là, ce sont des lamelles. Il faut tenir compte aussi des déviations au forage. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour le bouchon étanche, il peut y avoir aussi une fonction statique. Ce qui est important, c'est d'avoir les évaluations concernant la poussée et la sécurité qu'on aura pour y répondre. La possibilité peut être aussi de changer de couche géologique. Il faut avoir une épaisseur minimale de plus d'1 mètre. Pour ce qui est des diamètres. Et il faut tenir compte aussi de la déviation au forage. Si je forge jusqu'à 20 mètres, j'aurai une déviation d'1%, ça peut aller jusqu'à 20 cm. Donc si j'ai 2 colonnes, ça peut aller jusqu'à une déviation de 40 cm. Il y a donc ces points à prendre en compte. Et dans la phase de projet, il faut donc veiller aussi à ce que les colonnes aient un diamètre suffisant, parce que des colonnes trop fines, ça n'ira pas en profondeur. Parce que on va toujours avoir une collision avec
une colonne préexistante avec en conséquence une projection. Et donc plus c'est profond et plus il faudra de diamètre. Le contrôle qualité, alors on fait un contrôle du diamètre. On peut évidemment les mettre à nu, ces colonnes, ou alors on peut utiliser un ACI, c'est une vérification acoustique avec des barres de détection. Et puis évidemment qu'on saisit les données, on va aussi vérifier les résistances à la pression. Pour ce qui est du prélèvement d'échantillons de carottes, il faut évidemment être très prudent parce qu'on risque d'avoir une perte de résistance. Un monitorage est important dans tous les cas. Vous voyez ici cette évaluation acoustique dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez 2 barres de détection qui vont émettre des signaux, ce qui permet de vérifier que la colonne se situe bien là où on la cherche. Voilà. Alors, un dernier contrôle encore. Donc, on mesure les trous de forage, on visualise aussi les malpositionnements et puis on utilise le Color Site Data Manager pour saisir toutes les données en direct, ce qui permet à tout temps de constater une malposition lorsqu'il y a eu une déviation dans le forage. À ce moment-là, on aura soit une traction plus lente, soit on créera une colonne supplémentaire. Et là, je pense que je vais m'arrêter là, sinon j'aurais parlé trop longtemps. Et en effet, c'était une présentation plutôt fournie. Mais donc, vous recevrez cette présentation et vous pourrez lire toute cette partie si elle vous intéresse. Je vous remercie de votre attention. Pour ce qui est donc des appels d'offres. Et maintenant, s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Das war definitiv mehr als nur Folien-Karaoke, PowerPoint-Karaoke. Die Akustik ist wirklich ganz schlecht da oben. Man versteht, Eh bien, magnifique. C'était vraiment plus que du karaoké. C'était en tout cas pas de la pure lecture de PowerPoint. Merci beaucoup d'être intervenu au pied levé. Nous avons reçu beaucoup de questions, plus d'une dizaine, et vu l'heure qu'il est, et vu que nous sommes à la fin de cette présentation, je me contenterai de 3 ou 4 questions auxquelles tu pourras répondre très rapidement. D'abord, le jetting dans la tourbe, est-ce que c'est possible? Oui, non, peut-être. Alors, ça dépend. Il faut vraiment faire très attention. Ça dépend de l'épaisseur. Si c'est de la pure tourbe, je ne pense pas. S'il y a différentes courbes, alors ça peut être envisageable avec une précoupe. Mais donc, en sarment de prudence. nein. Gut, zweite Frage. Was kann man oder was hast du schon eingebaut an Bewährung in... Deuxième question. Est-ce qu'il y a des profils, des paniers, des barres? Qu'est-ce qu'il y a comme renforcement? Alors, en général, des barres Gevi. Et ça dépend aussi de la profondeur. Si vous avez un sol relativement fin, alors il est plus facile de placer des armatures. Mais il faut se dire que donc si vous avez beaucoup de gravier, il sera beaucoup plus problématique d'y enfoncer un élément. Donc ça dépend beaucoup des circonstances. Bien, merci. Troisième question. Où sont les limites aujourd'hui? Est-ce qu'on peut travailler à l'horizontale ou même en ascension? Si oui, avec quelle méthode? Donc faire du jet grouting en pente ascendante, est-ce que c'est possible? Ah, oui, alors ça dépend un peu du domaine d'activité. C'est vrai que dans les tunnels,
Ça peut arriver maintenant, aller en vertical vers le haut. Nous, on n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qu'il en est de nos concurrents. En tout cas, c'est pas évident. Une légère inclinaison, oui, ça peut aller. Très bien. Une dernière question. Combien ça coûte un mètre cube de jetting? Alors ça, c'est la question numéro un. Normalement, c'est vrai que le jetting est un procédé relativement coûteux. Mais il faut avoir une vue d'ensemble, voir aussi quelles économies on fait sur l'ensemble d'un projet, soit parce qu'on gagnera du temps, soit parce qu'on n'aura pas besoin d'autres mesures. Personne ne pourra obtenir en m'appelant un prix au mètre cube, ça dépend beaucoup des circonstances, ça dépend aussi du refoulement dont j'ai pas eu le temps de parler. Le refoulement, c'est un tiers du prix environ et ça dépend évidemment beaucoup du sol. Si vous avez un sol argileux, vous aurez plus de refoulement que si vous avez du gravier. Et en fonction de la taille de l'appareil utilisé aussi. Donc je vous ferai un calcul au cas par cas, une estimation des coûts, c'est très volontiers. Par contre, je ne peux pas donner une réponse générale de prix au mètre cube. Pour toute autre mesure, c'est beaucoup plus facile.